Chers amis, nous sommes là pour terminer cette partie, comme nous l'avons annoncé à la fin de l'émission précédente. Le chef de l'État vient de mettre sur pied une commission qui pourra suivre l'évolution, le parcours de chaque officier général. Les officiers généraux doivent remplir un certain nombre de critères pour arriver. Et ici aux États-Unis, c'est entre 12 et 18 ans pour devenir général dans l'armée américaine. Ça, c'est un expert congolais qui est dans l'armée, un expert militaire qui est dans l'armée, qui a servi dans l'armée américaine, qui nous a donné ces détails quand, après avoir suivi les explications de notre frère qui avait autrefois expliqué des choses sur l'armée, qui est à Kinshasa. Il a notre expert ici, il est congolais, mais il est expert de l'armée, dans l'armée américaine. Il nous a dit que le frère congolais qui a expliqué là, il a totalement raison. C'est comme ça que l'armée fonctionne pour devenir général. Ce n'est pas ce que nous avons vécu ces deux dernières décennies ici aux États-Unis. Pour devenir général dans l'armée américaine, c'est entre 12 et 18 ans. C'est-à-dire, il y a un temps, 2-3 ans, vous devenez premier lieutenant, sous-lieutenant, vous devenez lieutenant, et puis vous devenez capitaine. Hein, les années, vous rentrez faire 3-4 formations, ça vous prend encore même 2-3 ans, vous revenez, vous devenez major, vous devez sortir maintenant pour aller faire peut-être une formation des officiers supérieurs. Là, quand vous terminez, vous êtes peut-être déjà vers 9 ans, vous terminez, vous êtes lieutenant-colonel, après major, lieutenant-colonel, vous devenez colonel, full, et après là, vous devenez général, général de brigade, général de division, général de corps d'armée, général d'armée. Bref, il y a toutes ces étapes depuis sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel, général, maintenant le général là, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Donc, avec cette commission, la commission c'est une commission des experts américains et congolais. Ils vont travailler ensemble pour essayer de clean up. Ils vont mettre une toilettage. Non, c'est un toilettage, voilà. Le toilettage va être fait, c'est une forme de la réforme qui commence déjà dans l'armée. Si on termine avec les généraux, on va descendre les colonels, les majors, les capitaines. Comment vous êtes devenu capitaine? On doit savoir ça. On doit arrêter de considérer le Congo comme un pays médiocre qui doit continuer dans la médiocrité. Non, c'était médiocre avant. Tshisekedi arrive, il veut mettre les choses en ordre. Il faut que cela se fasse dans l'enseignement. On ne doit pas trouver des amis du ministre en train de toucher $500 chaque mois. Ces gens-là n'existent pas. Vous regardez comme ça, c'est 5 millions de dollars qui sont dépensés, mais en réalité, c'est 1 million qui est parti vers les concernés, les enseignants. Tout le reste, ce sont les individus qui se servent, qui bouffent cet argent-là. Non. Dans tous les domaines, avec l'armée, pour rendre une armée professionnelle, disciplinée, équipée et moderne, il faut qu'il y ait des réformes. Il faut qu'on mette de l'ordre dedans. Mbala Moussens, général d'armée, chef d'état-major général, cet homme-là ne mérite pas être là-bas.
Edi Kapende est maintenant libre. Une liberté conditionnelle, mais c'est déjà une liberté. John Tshibang, libre. Faustin Mounene, libre, chez lui. Donc tous ces compatriotes qui rentrent dans le pays, qui ont fait preuve de patriotisme et de compétences, ce sont des gens qui doivent diriger l'armée. Moi, je serais très content que le chef de l'État nomme John Tshibang chef d'état-major général. Cet homme-là a montré ses preuves, a fait preuve de sa loyauté, son patriotisme. Il s'est battu dans ce pays-là. Il était partout, à l'est, il était à l'ouest, il était au centre. Il a quitté l'armée comme commandant second de la 9e région, Kananga, c'est 5e région, je ne sais pas, militaire. Je n'ai pas les noms, la vraie précision sur ça. Mais il était l'adjoint d'un Rwandais, Obed Rubasirwa. Ce sont des gens comme ça qui doivent partir de notre armée. Non seulement on va faire les contrôles pour connaître le parcours de chaque général, mais aussi tous les généraux d'origine rwandaise dans notre armée doivent partir parce qu'au Rwanda, il n'y a pas un général d'origine congolaise dans l'armée rwandaise. Il n'y en a pas. Comment c'est possible que ce soit chez nous? En Ouganda, il n'y a pas un Congolais que Museveni a laissé devenir général dans son armée. Ça n'existe pas. Comment nous devons accepter une telle humiliation? Comment nous pouvons avoir des sujets étrangers dans notre armée? Qui peut nous dire l'état de santé de Rubero? Ces gens-là sont comme ça. Bizi Makara a fait la même chose en 1998. Mouzé a chassé l'armée rwandaise. Pas chassé, mais il a demandé à l'armée rwandaise de se retirer, de rentrer au Rwanda. La libération avait pris fin. Ces gens-là, comme ils avaient leur agenda, ils ont refusé. Ils ont fait la guerre à Mouzé. Ils sont rentrés, s'est regroupés à Goma et ils ont attaqué le Congo. Nous connaissons la suite. Mouzé est mort. Ils ont placé leur frère de sang, Kabila, qui avait une autre nationalité en Tanzanie, qui est venu au Congo avec cette nationalité, avec cette identité. Arrivé au Katanga, Mouzé demande au Katangais de lui donner un nom congolais pour justifier son adoption. Ça a été fait, il a pris le nom de Kabila. Mais c'est un sujet rwandais qui a été placé à la tête du pays 18 ans. Vous voyez ce que tellement Dieu est merveilleux. Dieu me révèle Kabila au volant d'un camion truck de 18 pneus. Le gros camion là, j'ai donné le contenu de ses rêves ici toujours sur le Congo Etano. Je vous ai tout raconté. Comment Kabila venait avec ce camion de 18 pneus, il a cogné notre maison. Et lui-même a fini la course dans les ravins. Il est mort. Lokwa Kanza est venu, il est allé vérifier, effectivement, c'est Lokwa Kanza, quand il chante comme s'il pleurait, que les Rwandais qui étaient là, Rubero et les autres, ont vu seulement comment Lokwa Kanza pleurait, parce que Lokwa Kanza est moitié des mères rwandaises, des pères congolais. Alors, ils ont compris tous que, aïe, il n'y a pas d'espoir. Ils ont tous disparu. La disparition politique ou physique de Kabila va ipso facto entraîner la disparition de tous les Rwandais dans le pays. Personne ne va les arrêter, personne ne va les toucher. Eux-mêmes vont se sentir en insécurité comme Bizimakara avait dit à Mouzé. Oh, notre armée se retire, nous nous sentons en insécurité. Mouzé dit non, votre armée est là. C'est l'armée rwandaise qu'on a demandé de partir. Bizimakara a fait semblant. Le lendemain, Bizimakara a disparu.
Mouzé commence à rire, il dit, mais un ministre d'État a disparu. Nous étions infiltrés alors, infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Ces gens voulaient diriger cette nation. Ça, c'est Mouzé qui dit. Que ces gens avaient l'objectif de diriger le pays. Moi qui les considère comme nos frères congolais, et ils disent non, non, leur armée se retire, donc ils se sentent en insécurité. Quelle armée? L'armée rwandaise. Donc ces gens-là, c'était des Rwandais qui étaient avec moi. Mouzé se rend compte. Vous avez vu? Kabila s'échappe. Il est au Lualaba, il est au Katanga. Il cherche à aller vers Sakanya, on les bloque. Il rentre sur Lubumbashi. Pourquoi il veut partir? Parce qu'ils vont faire sauter les barrages Inga. Les grands barrages qui alimentent en électricité, même s'il y a déficit énergétique en Afrique du Sud, mais Inga alimente l'Afrique du Sud. Inga alimente la Zambie. Inga alimente le Congo-Brazzaville. Beaucoup de pays bénéficient du courant d'Inga. Mais Kabila s'échappe de Kinshasa. Il a accepté de signer les documents pour partir parce qu'il savait que s'il restait là-bas, ça serait très compliqué. Ces hommes étaient déjà dans le Bas-Congo pour attaquer la ville de Kinshasa. À l'île de Mateba, plus de 1000 soldats là-bas. Et dans la vallée de Kanga, où il y avait une ferme de l'entreprise égale, l'entreprise qui appartient à Kabila. Là-bas, ce n'était pas seulement la ferme, il y avait des militaires. La plupart des hommes que nous avons vus avec des vaches, ces vaches sont allées jusqu'au Bas-Congo. Dans cette ferme, c'est là où on produisait, il y avait la viande de bœufs, de moutons, de chèvres. Ces gens-là que vous avez vus dans les Bandundu, qu'on s'est demandé, mais ils sont passés où? Ils étaient partis jusque là-bas. C'était des militaires. C'était des hommes armés. Kabila savait que, en déplaçant ces gens de l'Est vers l'Ouest, j'ai une base militaire. Si je perds le pouvoir, les Congolais me lâchent. Mes frères peuvent attaquer la ville de Kinshasa dans moins de 24 heures et récupérer le pouvoir. Les plans étaient comme ça. Ça n'arrête pas à ça. Il manigance, il place un homme très courageux, Vincent Karega, ambassadeur. Un homme courageux qui est prêt à mourir pour Kagame. Un homme des opérations sales. Il vient, il met en place la stratégie. Comment la capitale sera attaquée. Dans l'ambassade rwandaise, il y a tout le monde là-bas, les experts en ceci, en cela, qui sortent chaque nuit, qui voient la position de la ville, qui calculent les minutes. Si nous attaquons, combien de minutes prendra aux militaires qui sont au camp Tchachi d'atteindre ce point? Combien les militaires qui sont à Kibumango, combien de temps ça va leur demander pour arriver ici? Si nous bloquons, si nous plaçons nos hommes à l'entrée de quartier 1, si nous plaçons nos hommes à l'entrée de telle avenue, le temps que ces gens-là viennent, nous allons déjà atteindre le président, la présidence. Nous allons les bloquer là-bas. Ils ne seront pas passés facilement. Et tout ça, ils étaient en train d'étudier la capitale. Et l'attaque était imminente. Quand j'ai fait ces rêves, où je vois un proche du président Tshisekedi aller parler avec... D'abord, je vais terminer. Les 18 pneus de ce véhicule-là, c'est les 18 ans que Kabila a conduit notre pays. Il est venu détruire, il a détruit le pays. Mais il n'a pas détruit la terre. Il a détruit les institutions, la société congolaise, tout. La maison Congo était tombée en faillite.
ce véhicule que vous avez vu avec 18 pneus. C'était les 18 ans. C'est aujourd'hui que Dieu me fait comprendre. Ah, c'était un gros, donc un poids lourd. 3, 3, 6, 3, 3, 6, ça fait 12. 3, 3. Combien de pneus sont sur ce véhicule-là? 3, 3, 3, 3, 12, 2, 2, 2, 2, et puis 1, 1. Voilà, c'est 18. Donc, les 18 ans que Kabila a fait au Congo correspondent exactement à ces véhicules de 18 pneus. Il conduisait le Congo. Il a détruit lui-même. Et il s'est détruit lui-même. Ces 18 années seront complètement effacées. Complètement effacées parce qu'il a disparu. Pour le voir, il faut aller dans les ravins. Au risque et au péril que vous-même, vous puissiez aussi vous jeter là-bas. Vous soyez emporté. Donc, il faut éviter d'aller vers les ravins. Il faut éviter d'aller toucher au patrimoine, ou non pas patrimoine, mais à l'héritage de Kabila. Vous risquez vous-même de passer. Donc, il est passé, c'est passé. Les gens qui s'accrochent encore, nous, FCC, et tout ça, nous allons... Ce sont des bêtises. Tous les plans sont en train de tomber à l'eau. Une série de visions que Dieu m'a données. Effectivement, un proche du président Félix avait déjà vendu le plan de la présidence. C'est comme ça que les 7 hommes étaient entrés à la présidence et la voiture qui voulait passer, qui a été bloquée, c'était Dieu qui avait placé cet homme. Ce n'était pas un homme, ce n'était pas une garde, c'était pas un militaire de la garde présidentielle, c'était un ange. Comment il s'est retrouvé là-bas? Pourquoi tous les véhicules passaient? Ces véhicules-là étaient bloqués. On vérifie, on trouve que les armes étaient dedans. Dieu nous avait déjà fait voir toutes ces choses. Et la guerre qui se passe maintenant à l'Est a pour objectif de pouvoir déstabiliser les présidents et les Congolais, parce que ça fait très mal. Moi, je n'ai pas supporté quand j'ai vu les images aujourd'hui. J'ai dit non, le président doit agir vite. Dieu lui a donné tout. Il a tout entre ses mains. Il a les Américains avec lui. C'est question de voir comment il faut parler avec les Américains, comment présenter la chose. Que nous puissions quitter ces partenariats privilégiés, qu'on ait un partenariat stratégique, que ce soit ratifié, que ce soit des traités d'État en État, d'État à État, que les États-Unis puissent faire passer ce projet au Congrès, que cela soit approuvé par le Congrès, que cela reste pour des générations en génération, que ce ne soit pas seulement actuellement et après on oublie. Non, nous voulons rester avec les Américains, nous voulons travailler avec eux, nous voulons que cette nation nous aide à construire une armée forte, à équiper notre armée, à relever l'économie de notre pays par des investissements directs, pas des emprunts de la FMI, Banque mondiale. Non, nous n'allons pas nous en sortir avec Banque mondiale, FMI. Il faut oublier. Nous avons besoin des États-Unis. Travailler comme ils ont travaillé dans beaucoup de pays où aujourd'hui les choses marchent. Le peuple doit travailler. Quand les Américains viennent, il faut que le peuple travaille. La culture du travail doit être inculquée chez nous. On doit encadrer nos mamans. Beaucoup de femmes congolaises doivent se mettre au travail, doivent abandonner cette culture de dire il faut seulement rester à la maison, s'occuper des enfants. Non, on peut s'occuper des enfants en travaillant. Mais quand il faut... mon argumentaire, c'est quoi? Quand vous allez dans nos villages, vous comprenez que cet élément-là,
n'a pas son sens. Parce qu'au village, ce sont les mamans qui travaillent beaucoup. L'homme va aller, il coupe les arbres, tout ça, il cultive. C'est la maman qui viendra brûler les trucs, les herbes, qui va planter, qui va sarcler, qui va récolter. C'est la maman. Elle, en même temps, elle s'occupe des enfants à la maison. Mais comment dans les grandes villes, on vous dit non, non, moi je ne travaille pas, c'est mon mari qui travaille, moi je dois rester à la maison. Non. Nous devons travailler ensemble. Nous devons aider nos mamans congolaises, surtout à créer les microfinances. Je crois qu'on pourra avoir le temps de parler de tout ça. C'est 2021. Nous attendons le partenariat stratégique toujours. Il faut que les choses avancent. Cette année, le partenariat stratégique doit commencer. J'avais promis au mois de janvier. Nous sommes en train de travailler sur ça. Et très bientôt, beaucoup de choses vont se passer chez nous. L'Est du Congo doit être pacifié avec la nouvelle technologie parce que les drones sont très efficaces actuellement. On n'a pas besoin d'utiliser les hommes au sol. Si on peut localiser, si on peut placer les satellites de surveillance sur la zone est déjà connue. La zone où il y a des massacres, ce triangle de la mort, Beni, Mbao, bon, toute la partie là, souvent ce sont les mêmes noms qui reviennent. L'Est, les grands Kivu, on doit intensifier la présence des satellites de surveillance. On doit mettre on doit utiliser les robots. Les robots, ce n'est pas un homme. Hein. Ça peut être comme une mouche là. Or, c'est tout un robot qui viendra faire des dégâts. Vous voyez comme une mouche qui vient, qui passe autour de vous, il vous identifie. Il est armé de caméras. Ce sont des drones. Vous ne saurez pas. Vous allez voir comme un petit oiseau, comme quelque chose là qui passe. Vous ne saurez même pas comment abattre ça. Et dès que c'est parti, ça vous a identifié. Les images sont analysées. Est-ce que ces gens, ce sont nos hommes, ce sont nos troupes ou ce sont des ennemis? On donne la localisation. Vos hommes sont dans quel secteur? Nos hommes dans tel secteur. Ou est-ce que vous avez des hommes dans tel secteur? Non. Ces gens-là sont des ennemis. Vous allez subir seulement une frappe d'un drone qui est armé de missiles. Terminé. Dès que ces éléments-là entrent en jeu, 2-3 fois, tous ces groupes armés qui sont dans la brousse, ils vont eux-mêmes traverser, aller dans d'autres pays. Parce que la guerre qui se passe à l'Est, nous avons demandé au chef de l'État, et je le réitère encore, Monsieur le Président, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Il ne faut pas aller ailleurs. Il ne faut pas chercher à faire des prières, à faire des réunions, à multiplier des réunions de sécurité. C'est faux, Monsieur le Président. Ces gens avec qui vous vous réunissez sont dans cette guerre-là. Ils connaissent ce qui se passe. La plupart ne vont pas vous aider parce qu'ils ont bénéficié beaucoup de 18 ans de Kabila avec les Rwandais. Ils avaient toutes les facilités de s'enrichir. Mais depuis que vous êtes là, vous ne donnez rien. Vous ne leur permettez pas d'avoir ce qu'ils avaient avec Kabila. Donc, ils ne peuvent pas vous aider, vous. Ça ne sert à rien de continuer à faire des réunions avec ces gens-là. C'est bien comme vous avez institué la commission ici. Mettez ces gens-là en pension anticipée. Mbala Moussens, pension anticipée. Tango Fort, pension anticipée. Tous ces gens-là, dégagez-les de l'armée. Ceux qui sont rwandais là, les arrêtez. Parce qu'ils ont commis des crimes. Ce sont des gens qui ont été avec RCD, qui ont enterré des femmes vivantes. Après ça, prenez maintenant, il y a beaucoup de compatriotes qui sont dans la diaspora ici, qui ont servi le pays, dans l'armée, qui sont là, qui attendent que vous puissiez les inviter, avec une nouvelle vision, avec un nouveau leadership. Je pense qu'ils vont travailler avec vous. Ceux qui sont déjà là, les John Chibangu et les autres, ils peuvent vous aider. Donc, je crois que c'est très important
de revoir les choses dans ce sens-là. Pourquoi ne pas donner à Yakutumba des armes, des hommes, pour qu'ils puissent aider le pays? Un mois, c'est trop. Tous ces Rwandais qui sont dans la brousse à l'est là-bas, ils vont fuir. Avec Dieu, nous vaincrons. Tous ceux qui ont besoin d'un avocat, qui habitent les États-Unis et le Canada, je vous rappelle que je suis disposé à pouvoir vous aider. Je sais que beaucoup m'ont envoyé des messages. Il y en a qui m'ont appelé, qui n'ont pas pu me joindre. Je m'excuse beaucoup. Je suis très occupé. Mais si vous voulez me parler chaque jour, à 16h, l'après-midi comme ça, 17h, 18h, jusqu'à 22h, je suis là. La journée, le matin, c'est très difficile. Je sais que beaucoup travaillent. 16h du soir, ils n'ont pas aussi le temps. Mais si vous êtes au travail, je vous dis ceci. Quand vous avez votre break, il est 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, votre break de 15 minutes, appelez-moi. Appelez-moi, dites-moi, moi je n'ai pas le temps l'après-midi pour faire avec vous ces histoires des avocats. Je peux vous appeler demain matin. Nous prenons un rendez-vous. Je vous dis à quelle heure vous m'appelez le matin et je vais faire pour vous, je vais vous aider à vous inscrire. Voilà, mon numéro c'est le 972-891-0976. Mes chers amis, la période des taxes est arrivée. Vous habitez les États-Unis, n'hésitez pas, contactez-moi pour que je puisse faire vos taxes de cette année. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.